Ordonnance. J'ai envie de vous lire un bout de l'ordonnance que François Ier a signée en 1539 à Villers-Cotterêts, dans le château qui est maintenant ouvert et qui est la Cité internationale de la langue française. J'ai envie de vous lire ça parce que c'est vraiment beau, je trouve. Il dit « Et pour ce que telle chose soit souvent-fois advenue sur l'intelligence des mots latins contenus et dits arrêts, nous voulons que dorénavant, tous arrêts ensemble, toutes autres procédures, soit de nos cours, souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres enquêtes, contrats, commissions, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soit prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel François et non autrement. » Voilà la teneur de l'article. Et Bernard Cerchilini fait un très joli commentaire et même très puissant. Il appelle ça le français sur ordonnance. Et c'est ça. Le français sur ordonnance, c'est qu'à partir de 1539, eh bien, on va comprendre ce qui vous arrive quand on est jugé. Et au lieu que ce soit du latin à la Diafoirus, du latin de clerc, eh bien, ça sera du François. Et évidemment, il faut comprendre aussi que tout le monde dans le royaume de France ne parle pas français. Donc, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment énormément de langues régionales, gascon, etc., breton, bon. Mais il y aura une langue unique qui sera celle de la justice, au moins celle-là. Et celle-là, tout le monde, tous les Français vont la comprendre. Donc c'est un immense pas. Et à partir de là, eh bien, les actes seront écrits en français. Il va y avoir vraiment de la jurisprudence, il va y avoir vraiment une mémoire. À partir de ce moment-là, on rentre dans l'écriture. Le français est écrit, et d'ailleurs, immédiatement, cette ordonnance, elle est tirée parce que n'oublions pas que maintenant nous avons l'imprimerie. Elle est tirée à des milliers d'exemplaires et répandue partout. Langue française, pas françoise, langue française. Eh bien la langue française, c'est une langue entre autres. C'est pour ça que le livre que nous avons fait s'appelle le livre d'une langue. Cité internationale de la langue française, parce que nous n'avons jamais considéré la langue française de manière, nationaliste. Nous l'avons considérée comme une langue parmi d'autres langues, et en rapport avec d'autres langues. Et la première chose à comprendre, c'est que lorsque l'ordonnance de 1539 a été signée, eh bien, c'est le seul texte de loi sur lequel nous vivions encore. C'est le plus ancien texte de loi et on peut dire que notre Constitution actuelle, qui dit « la langue de la République est le français », s'ensuit. Donc nous sommes dans la langue française et dans ce parcours, dans ce livre, nous avons cherché à caractériser à notre manière, comme nous avons pu, le génie, et je mets ça des guillemets, je mets tous les guillemets que vous voulez, un génie de la langue française. Une langue, qu'est-ce que c'est? C'est des auteurs, des œuvres, des locuteurs. Donc on a réfléchi à travers les auteurs, les œuvres et ceux qui parlent. Et nous avons essayé de caractériser le français peut-être pour fixer les choses de manière, si j'ose dire, rigolote. C'est-à-dire que pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les parents, que pour les présidents de la République. Nous avons commencé le parcours par la Joconde de Duchamp. L-H-O-O-Q. Bon. C'était parce qu'il nous a semblé que le français, bon, d'abord on l'entend à l'oral, à l'écrit, bon, il nous a semblé que le français c'était à la fois la langue du rire, la langue de la révolte, Duchamp se révolte, et la langue de l'amour. Et avec la Joconde de
du chant, qui reprend, mais en la moustachant, si j'ose dire, et en la barbichant, et en la notant. J'ai commencé par LHO au cul. Eh bien, nous avons pensé que à la fois Léonard de Vinci était présent et toute la suite des événements du français. Évolution. Dans le livre comme dans le parcours, nous avons essayé de rendre compte de l'évolution dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Alors, dans l'histoire, ce qu'il y a de vraiment amusant, je trouve, dans le livre, c'est qu'il y a des QR codes qui nous permettent d'entendre, de manière reconstituée évidemment, la façon dont le français a évolué. Et ça commence par, vers 806-876, Louis le Germanique, les serments de Strasbourg. Et on entend la manière dont le roman, ancêtre du français, se reconstituait évidemment, se parlait. Et puis, on traverse les espaces et les temps. Donc, on a Rudebeuf, on a Jeanne d'Arc, on a François Ier, et puis Madame de Lafayette. Et tout ça, on entend jusqu'à Toussaint Louverture, Alexandre Dumas, et puis pour de bon, les enregistrements, là, cette fois, de Colette et de Senghor. Donc, on entend évoluer cette langue. Et on l'entend aussi dans l'espace. Dans l'espace de la francophonie, il y a une dizaine d'auteurs francophones qui parlent de leur rapport à la langue et qui en parlent, on les entend grâce à RFI, on les entend avec leur accent, avec leurs mots, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, le français est une langue vivante, qui évolue, et on peut dire que l'une des caractéristiques des langues vivantes, c'est qu'il y a de l'import-export. On importe des mots, et on en exporte d'autres. Le français est peut-être celui qui a le plus exporté. En anglais, par exemple. On se dit menacé par l'anglais. Mais qu'est-ce qu'on a exporté en anglais? Soutien-gorge, par exemple. Rendez-vous. Bon. Et donc tout ça existe dans le parcours comme dans le livre. Nous avons fait des espèces de catalogues. Un catalogue comme celui de la Redoute, pour tous les mots d'exportation, et un catalogue d'importation plus précieux, comme un catalogue, mettons, du Louvre, où l'on voit comment sirène, comment avatar, comment un certain nombre de mots, même bijoux, un mot du français, non, du breton, nous sont venus en français. Donc voilà, le français, c'est évidemment une langue vivante, un flux qui évolue, et la preuve, c'est que un dictionnaire comme celui de l'Académie française, quand il est fini, il recommence. Politique. Toute langue est politique. Dès qu'on parle de langue, on parle politique. Mais alors, en français, encore plus. Le français a toujours été une affaire d'État. Et toujours, on s'est étripé pour l'orthographe du français. Mais quel autre peuple s'étripe pour son orthographe ? Donc le français est une affaire d'État et une affaire politique. Et dès Villers-Cotterêts, vous voyez, le premier effet, c'est qu'on va comprendre dans quelle langue on est jugé, plus de latin, bon. Mais le deuxième effet, c'est de l'autre côté, sur le fil du rasoir, eh bien, on va éradiquer les patois. Et d'une certaine manière, jusqu'à alors là, la Révolution française, avec l'abbé Grégoire, il y a quelque chose en moins, avec quelque chose en plus. Donc c'est tout le temps comme ça. Le français est politique et c'est politiquement qu'on s'en occupe. Traduction. Il y a une phrase de Umberto Eco que j'aime énormément, c'est « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Cette phrase, elle est géniale, parce qu'évidemment la traduction n'est pas une langue, c'est la langue des langues. C'est ce qui permet à une langue de communiquer avec une autre langue. Et là, je disais tout à l'heure que le français est politique, mais toute langue est politique. Et là, avec la traduction, qui est un savoir-faire avec les différences, c'est comme ça que je la définis, eh bien, c'est plus politique que jamais. C'est une chose qu'il faudrait ça devrait être, l'éducation des enfants devrait enseigner à traduire comme savoir-faire avec les différences. Voilà, ça me paraît essentiel. Et l'idée même qu'il s'agisse du livre d'une langue, eh bien aussitôt, vous entendez bien que la cité
internationale de la langue française, eh bien, une mise en rapport des langues entre elles. Et c'est très important. C'est comme ça qu'on évitera d'être coincé dans un nationalisme peuple-nation mortifère.